L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Dans cet épisode, le bal invite la documentariste Pauline Chanu à débattre avec des invités autour de la déconstruction de l'hystérie. Déconstruire l'hystérie, résister aux représentations. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au bal, bienvenue dans le cadre de l'exposition On Mas Mysteria de Laia Abril. Laia Abril est une artiste catalane, espagnole, qui depuis 10 ans mène un travail pour écrire une histoire de la misogynie. C'est une exposition que vous pourrez découvrir au bal jusqu'au 18 mai. Donc n'hésitez pas, vous avez des contre-marques sur vos sièges qui vous permettront de revenir plus calmement, découvrir cette exposition qui se déroule habituellement ici même par une installation vidéographique, mais également dans l'étage principal inférieur du bal. Alors la discussion de ce soir, résister aux représentations, s'inscrit dans une série de tables rondes que nous avons intitulées avec Pauline Chanu, qui nous a permis de concocter cette série de tables rondes, déconstruire l'hystérie. Tout un programme dont justement cette troisième table ronde va s'appliquer à là aussi déconstruire la question des représentations mass médiatiques et des récits qui assignent justement ces représentations. La première table ronde que nous avions organisée, certaines d'entre vous étaient présents, je vous ai pour certains en tout cas reconnu, s'intitulait de la pathologisation à l'émancipation. Puis ensuite, nous avons traité de cette question, faire face aux institutions, de la violence à la réparation. Et donc, ce soir, il s'agira, grâce et avec nos invités, de nous interroger sur les stratégies de résistance aux représentations stigmatisantes, oppressives, et aux moyens et aux récits justement pour s'approprier ou retourner justement ces récits stigmatisants. Donc comme je le disais, nous avons pensé cette série de tables rondes avec Pauline Chanu qui va introduire la soirée et également modérer la discussion avec nos invités. Pauline Chanu est documentariste sonore. Vous avez sans doute entendu les émissions et les podcasts qu'elle a pu réaliser pour France Culture, notamment la série Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée, féminicide, une guerre mondiale contre les femmes, et puis également Sylvia Pass, la vie comme un mauvais rêve. Alors, Pauline sera en discussion avec Shirin Ardakani, qui est avocate. Elle exerce le droit pénal et le droit envers les étrangers. Elle défend en particulier les dissidents politiques à travers le monde, et parmi lesquels la militante féministe et anti-peine de mort, Narges Mohammadi, qui est prix Nobel de la paix. Elle a fondé en 2022 l'association Iran Justice en réaction au meurtre de Shina Mahsa Amini par la police des mœurs iraniennes. Et elle a co-dirigé en 2024 un ouvrage qui s'intitule Les Iraniennes de 1979 à 2024, qui est paru aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. À côté d'elle, Hélène Frappa, écrivaine, traductrice et critique de cinéma. Elle est l'autrice de nombreux romans et essais publiés aux éditions Alia et Actes Sud. On pourra citer parmi ces 8 romans Par effraction, mention spéciale du prix Vepler en 2009. Et puis un ouvrage que vous trouverez à la librairie ce soir du bal, qui s'intitule Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, qui est paru en 2023 aux éditions de l'Observatoire, et dans lequel Hélène Frappa, en partant du film de Georges Cukor de 1944 qui s'appelle Gaslight, propose une définition théorique, sociopolitique, philosophique de ce terme gaslight, qui a été considéré comme le terme le plus utilisé en 2022. On aura l'occasion d'y revenir. Également aux côtés d'Hélène Frappa, Mélissa Godet, qui est autrice et réalisatrice. Son premier court-métrage de 2018 s'intitule
Tu vas t'y faire met en perspective les problématiques du soin et de l'accompagnement dans le cadre d'un EHPAD. Son deuxième film intitulé Les enfants d'Oma de 2021 dresse un portrait familial traversé par le deuil. Et puis, Mélissa Godet a réalisé en 2022 une série dystopique réalisée pour OCS, qui interroge le lien entre mémoire et identité sur fond de pandémie. Et cette série s'intitulait LT 21. LT 21. Et puis, Mélissa prépare son premier long métrage qui sera projeté, qui est terminé, qui sera, qui va connaître une diffusion à la fin de cette année 2025 et qui retrace l'histoire de la Maison des Femmes de Saint-Denis, première structure de soins dédiée à la prise en charge des femmes victimes de violences, fondée en 2016 par Ghada Hatem. Et puis enfin, nous aurons l'occasion de discuter avec Adèle Young, qui est normalienne, chercheuse en études cinématographiques et écrivaine. Elle a récemment soutenu une thèse réalisée dans le cadre du laboratoire de recherche et création Sacre, dans laquelle elle raconte l'enquête qu'elle a menée au travers de différentes traces documentaires, éléments ou pièces documentaires, où elle retrace toute l'enquête qu'elle a menée sur son arrière-grand-mère, qui a été déclarée schizophrène, lobotomisée en 1950 à la demande de son époux, puis internée de force pendant 17 ans. Et dans cet ouvrage, Adèle Young retrace, au travers d'une multiplicité d'écritures, cette quête pour justement lever un silence à la fois thérapeutique à toucher nombre de femmes en France au milieu du XXe siècle, pourrions-nous dire, mais également cette enquête est sans doute liée à toute une recherche qu'Adèle Young a menée sur les doubles féminins fantômes, qui est une étude cinématographique sur le cinéma hollywoodien. Donc son premier livre, édité aux éditions du Sous-sol, dont je viens d'esquisser quelques éléments, s'intitule « Mon vrai nom est Elisabeth ». Et puis enfin, avant de laisser la parole à nos invités, à Pauline, je tenais particulièrement à remercier Kérine et la Fondation Kérine qui nous permettent justement de concevoir toute cette programmation au fil de l'exposition On Mass Mysteria de Laïa Abril. Merci à vous et la place à la discussion. Merci. La vérité n'a pas sa place dans l'équilibre général. La vérité est une folie et on n'écoute pas les folles, écrit l'actrice Anouk Grimbert. Dans son ouvrage Respect, paru la semaine dernière, elle décrit le récit des violences sexuelles, médicales, familiales, conjugales, dont elle a été victime au cours de sa vie. Un engrenage archétypal, banal, mondial, écrit-elle. L'histoire de la perte de sa personnalité, l'histoire d'un décervelage subi. La vie d'Anouk Grimbert commence avec la fin de celle de sa mère. Cette dernière, peintre et décoratrice de cinéma, a tout arrêté pour s'occuper de ses 4 enfants, dont Anouk, la petite dernière. Son mari la trouve épuisée par les grossesses, dépassée. Alors, quelques instants après la naissance d'Anouk, son père et le médecin accoucheur attendent que sa mère soit endormie pour la stériliser. Il l'opère sans l'avertir, ce qui déclenche le début d'une profonde dépression. La mère passe alors ses journées enfermée dans le noir de sa chambre, alterne les tentatives de suicide et les séjours en hôpital psychiatrique, dont elle revient chaque fois plus effrayante aux yeux de sa petite fille. À 7 ans, Anouk Grimbert est violée par le père d'une de ses amies. Elle le dit immédiatement à son père, qui dès le lendemain, la fait à nouveau garder par cet homme. À 12 ans, son frère l'inceste, puis la fait passer pour une mythomane. Dans sa famille, on lui dit « Tu es une menteuse, une folle, une fouteuse de merde, une hystérique. Tu réécris l'histoire. Tu prends tes désirs pour des réalités. » Elle dit alors avoir été encagée dans le doute d'elle-même à en perdre la raison. Elle écrit « J'avais la bouche cousue, on me l'avait cousue. » L'année suivante, elle commence le théâtre. « Je voulais être une autre, j'étais double et ça m'a sauvée. Il se trouve que c'est devenu mon métier. » L'espoir de devenir une autre, de laisser derrière elle ses traumatismes passés, son histoire familiale, s'éteint quand elle rencontre le réalisateur Bertrand Blier, son mari, le père de son fils, mais aussi son agresseur, qui, en parfait gaslighter,
entre dans sa peur, celle d'être folle comme sa mère, et lui fait rejouer, répéter son traumatisme au cinéma. À la maison, il lui dit « Tu as du pu dans la tête, tu es folle comme ta mère, et comme elle, tu finiras à l'asile. » Il la conduit chez un psychiatre à qui il explique qu'elle est déséquilibrée. Le médecin la place sous camisole chimique pendant 6 ans. Ainsi, dans ce livre, Anouk Grimbert exhibe les coulisses, les ficelles de la construction de la folie féminine, de l'hystérie et de la silenciation des femmes. D'abord, un père et un gynécologue qui, main dans la main, scellent le destin d'une femme. Cette femme est une mère au foyer que l'on trouve trop fatiguée et dont on retire alors un bout d'utérus, car l'hystérie commence toujours là, dans l'utérus. Puis les violences sexuelles dans l'enfance, que les agresseurs font passer pour un fantasme, un délire. Enfin, un autre homme et un autre médecin qui, à nouveau, main dans la main, décident que cette fois-ci, c'est la fille qui est folle. Et quoi de mieux qu'une folle traumatisée pour jouer au cinéma les folles traumatisées et perpétuer ainsi les représentations de la folie féminine. J'avais juste cette envie de mourir, mais je ne faisais pas le lien avec les agressions. Je croyais que j'étais folle comme ma mère, alors je me jetais encore dans le fleuve pour noyer cette sensation et me noyer avec. Qui a placé dans la tête des femmes cette croyance que la folie serait héréditaire, cheminerait d'arrière-grand-mère en arrière-petite-fille, de tante en nièce, de mère en fille, telle une fatalité qui traverserait les familles de génération en génération, laissant des empreintes qui résistent au temps. Comme si, avant la folie des femmes, il n'y avait pas toujours la violence des hommes. Si cette croyance fonctionne toujours, si le stigmate d'hystérie est encore collé à notre peau, c'est que nos imaginaires sont peuplés d'hystériques, de folles enfermées dans le grenier, de crises de nerfs de femmes au foyer. Comment cesser de croire à ces fictions et comment sortir de la maison hantée? Quand je songe à tous les efforts que j'ai faits pour que ce ne soit pas connu, et à cause de cette sortie de ce soir, tout Londres est au courant. Si je savais quelle aliénation, si je savais quelle démence te pousse à ces actes parfaitement inutiles et tout à fait stupides. Grégory, est-ce que tu insinues que je suis folle alliée? J'essaie avant tout de me persuader du contraire. Mais tu le penses et tu n'as cessé de m'en convaincre. Chacun de tes gestes tend vers cela depuis que... Depuis quoi? Depuis le jour où j'ai égaré ta broche. Oh. C'est ce jour-là que tu as commencé? Non, c'est bien avant ce jour-là. Tu as commencé le jour où j'ai trouvé cette lettre. Quelle lettre? Celle que j'ai trouvée dans la partition. Et qui était signée Boer, oui, Serge Boer, oui, je m'en souviens. Oui, tu as raison. Ça a été le commencement. Oui. Je te vois encore, là, à cet endroit, et disant, regarde cette lettre, et fixant des yeux hagards sur rien. Quoi? Tu ne tenais rien dans les doigts. Quoi? Cela m'a consterné. Mais j'ignorais alors combien de raisons j'avais d'être accablé. Je crois... À ce moment, je ne savais rien de ta mère. Ta mère? Pourquoi ma mère? Ta mère est morte folle. Grégory. Elle est morte dans un asile quand tu avais 1 an. Je n'en vois rien. J'ai fait faire des recherches sur la vie de la sœur d'Alice Alquist. J'ai parlé au docteur qui la soignait. Est-ce que tu veux le voir? Non. Je lui ai fait décrire les symptômes de sa folie. Veux-tu que je te les répète? D'abord, elle s'est imaginé des choses étranges. Elle entendait toutes sortes de bruits, des voix, des pas. Ensuite, ces voix ont commencé à lui parler le soir. Elle est décédée dans un asile d'aliénés complètement folle. Non, je t'en prie, arrête-toi. Non. Peut-être ces révélations éclairent-elles une foule de petits faits d'un jour nouveau, à présent. Peut-être commences-tu à comprendre pourquoi je te tenais si soigneusement enfermée. Hélène, toi, tu as consacré un ouvrage au concept de gaslighting. C'est le premier essai, en fait, qui retrace la généalogie de ce concept, qui vient de ce film. Est-ce que tu peux nous présenter cet extrait et le film Gaslight? Gaslight, c'est une pièce de théâtre anglaise qui date de 1938, qui ensuite est devenue un film anglais avant d'être racheté par la Metro-Goldwyn-Mayer, donc pour que George Cukor, donc cinéaste états-unien, l'adapte après que le film anglais avait fait un passage à Broadway. Alors il y a une grande différence en fait entre la pièce de théâtre et le film anglais. Qui sont situés comme le film de Cukor, mais presque exclusivement, disons, dans la société victorienne. Et ce que Cukor va en faire en 1944,
Donc dans ce film qui a vraiment, comment dirais-je, qui est pas juste un chef-d'œuvre. Cukor n'a fait que des chefs-d'œuvre en réalité, mais qui a vraiment marqué un avant et un après dans la société états-unienne. Donc pour résumer ce que lui amène, donc c'est l'histoire, ça s'appelle Hantise en français. Gaslight, ça désigne l'éclairage à gaz, un éclairage qui a pour particularité qu'il faut le manipuler pour l'activer, et donc quelqu'un doit baisser manuellement ou augmenter la lumière, et donc quelqu'un peut baisser et augmenter la lumière et la manipuler comme le mari incarné par Charles Boyer qu'on vient de voir le fait dans le film. Donc c'est l'histoire d'une manipulation, mais ce qui est génial, le coup de génie, disons, du film de Cukor, c'est que c'est absolument pas un film noir ou un whodunit, comme disait Hitchcock, c'est-à-dire un film à suspense dont le secret, le mystère serait qui est coupable, qui rend cette femme folle, etc. Dès le début, nous savons que le personnage masculin, donc Charles Boyer, est l'auteur d'un féminicide, enfin ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas désigné comme féminicide, mais qui est absolument, selon pour le coup toutes les définitions que tu en as proposées dans ta série géniale sur les féminicides, c'est-à-dire avec cette phrase qui revient, toujours comme tu le soulignais, de « j'ai voulu la faire taire ». Donc c'est un homme qui a étranglé une femme qui était chanteuse, qui était donc au XIXe siècle une chanteuse, une cantatrice mondialement connue, donc qui avait cette place finalement assez, ambiguë, c'est-à-dire d'avoir une place sur une scène publique, celle d'un théâtre, avec l'ambiguïté que trimballe toujours la place de l'actrice ou de la chanteuse, c'est-à-dire la proximité avec la pute. De fait, cette cantatrice, elle est censée être la pute d'un roi, donc celui qui, pour le coup, a vraiment la place numéro 1 sur la scène mondiale, qui va lui offrir des bijoux, mais ces bijoux, elle doit les cacher parce qu'elle ne peut pas les montrer, sinon ça signifierait montrer cette relation qui doit rester clandestine. Si bien que ces bijoux, qui pourraient être une forme pour le coup, d'émancipation, lui donner une émancipation, parce qu'ils valent très cher, sont cachés comme du strass, en fait, des faux bijoux, donc ça commence comme ça, l'histoire, et c'est à cause, entre guillemets, enfin à cause, c'est pas vraiment à cause, mais disons à l'occasion de ces bijoux que cet homme veut dérober, qu'il étrangle cette femme. Cette femme a une nièce, qui est donc Ingrid Bergman, et cette tante qui a été victime de féminicide, elle est censée être la mère, en fait, de cette jeune femme, puisque sa mère est morte en couche. Tout ça, on le sait dès le début. Donc la mère n'a jamais été dans un hôpital psychiatrique, elle est morte en couche. Cette jeune femme, qui elle-même voudrait devenir cantatrice, va être victime de manipulation d'un homme qui est déjà marié, Charles Boyer, ce qui signifie que le mariage même est une manipulation du langage, puisque ce qui est assez intéressant dans cette histoire de mariage, c'est que c'est un des exemples que le philosophe Austin proposait comme un exemple de parole performative. Je vous déclare marié et hop, vous êtes marié. Enfin, je vous le souhaite pas. Ma parole n'était pas performative. Mais comment dirais-je, performer un mariage d'un bigame, c'est une arnaque, en fait. Alors, est-ce que le mariage lui-même hétéronormé serait une arnaque? C'est absolument la question que se pose Georges Cukor, qui a au pire une certaine méfiance, au mieux une féroce ironie à l'égard de cette institution. Donc toute la question, encore une fois, c'est que c'est pas un whodunit, c'est que dès le départ, nous savons qu'un homme assassine des femmes, qu'il leur vole, étouffe leur voix, qu'il veut les faire taire. Il l'a fait une première fois. Donc finalement, le multirécidiviste, tiens, j'y pense en le disant, j'avais pas pensé avant, c'est pas comme cette femme qu'il désigne comme héritière d'une longue lignée de femmes folles, c'est plutôt lui comme serial killer de femmes. C'est plutôt lui qui va créer une lignée de femmes mortes, plutôt que cette jeune femme qui hériterait d'une lignée de femmes folles. Donc toute la question du film, et ce qui fait que ce film a provoqué une telle révolution, donc 44, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un film réalisé par ça va être mon moment d'essentialisation, par un réalisateur qui est juif et homosexuel, double essentialisation, et dont la famille est en Hongrie. Autant vous dire que les juifs hongrois ont eu
sans aucun doute le pire sort en Europe. Et il y a quelque chose d'un pressentiment qui se joue, selon moi, dans Gaslight, de ce qui se passe à ce moment-là et qui se passe en dehors de la chambre conjugale. Et le génie du film, ça va être d'articuler, enfin de suggérer le lien entre ce qui se passe dans cette chambre conjugale, c'est-à-dire le fait que la voix d'une femme, cette jeune femme, va être peu à peu mise à mort. C'est la mise à mort de la voix d'une femme, le gaslighting. Donc, à travers une série de manipulation de la lumière, qui va dans la maison, qui va entraîner une manipulation de la lumière psychique, intellectuelle, de la vie même, dans la raison et dans le corps de cette femme. Et il va peu à peu étouffer tout ce qui fait d'elle un être humain, sa mémoire, donc qui est mise en doute, mais t'as jamais tenu de l'être, sa santé psychique, mais t'es complètement dingue en fait, t'as des hallucinations en fait, tu pensais qu'il y avait une lettre, comment dirais-je, sa continuité psychique au sens de son histoire à elle, puisqu'elle est censée même ignorer que sa mère a été internée, c'est faux, mais il parvient il a jamais rencontré évidemment sa mère à elle, à la faire croire que tout un rapport à des objets, c'est-à-dire de même que le mot mariage va être vidé de son sens, le mot cadeau va être vidé de son sens, puisque une broche qui lui offre, soi-disant qui appartenait à sa mère, il a pas un rond, donc sa mère n'a jamais eu de broche, et qui est censé sceller leur mariage, le mariage est une arnaque, va en fait être aussitôt subtilisé par un tour de prestidigitation, c'est-à-dire il lui offre une broche et lui dit « Attention, je trouve que tu perds un peu les objets, tu devrais faire attention à pas la perdre. Tu te souviendras qu'elle est dans ton sac ?»« Bah oui, je me souviendrai. Oui, parce que je trouve que tu oublies beaucoup de choses. » Il enlève la broche, si bien que quand 5 minutes après elle la cherche, la broche n'y est plus. Donc, ce qui est censé être un cadeau est aussitôt, finalement, le cadeau qu'un mari fait à son épouse, c'est-à-dire le cadeau de la folie, en fait. À travers ce mot de l'hystérie, le vrai cadeau, il est là, en fait, à travers cette malédiction. Donc, ce qu'a provoqué ce film, en fait, aux États-Unis, est assez sidérant, puisque, donc je disais, 44, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire un moment où, quand même, il commence à se savoir un peu ce que font les nazis, mais en même temps pas au point. Il faudra attendre pour le coup des images, les images qui vont être apportées par les cinéastes états-uniens, John Ford, Fuller, etc., au moment de l'ouverture des camps, donc quand ils vont accompagner l'armée américaine. Donc à nouveau, on va avoir besoin de ces images-là du cinéma hollywoodien, parce que ce sont que des cinéastes hollywoodiens, pour savoir finalement, pour voir exactement ce qui s'est passé, sachant que cette question de voir et de savoir, elle est essentielle. Tu m'arrêtes si c'est trop long, parce que là je pars dans une conférence sur le gaslighting. N'hésite pas à me faire taire ma voix. Bref, la question, c'est le lien entre la négation et la destruction. Enfin, pour moi, c'est la question. C'est-à-dire que effectivement, et là je m'arrêterai juste peut-être là-dessus sur cette citation d'Hannah Arendt. Hannah Arendt disait « Quand quelqu'un dit « Madame une telle est morte », et que Madame une telle n'est pas morte, il va bien falloir la faire disparaître. Le gaslighting, c'est ça. Alors ça marche aussi avec le peuple juif et tzigane en 44, entre autres, mais ça marche très bien avec les femmes depuis longtemps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il déclare qu'elle est une morte vivante, qu'elle perd la raison, qu'elle est absente à la vie, absente à la raison, etc., absente à tout ce qui fait d'un être humain un être humain, à partir du moment où il la cadavérise, il va bien falloir la faire disparaître. Alors ça passe par cette menace d'internement à laquelle elle échappe de peu, mais disons que toute la question du gaslighting se joue là. Et c'est un concept qui aujourd'hui est utilisé par la justice. En ce moment, on parle du contrôle coercitif, de la criminalisation du contrôle coercitif. Et dans le contrôle coercitif, justement, il y a notamment le concept de gaslighting. Oui, qui est une des étapes du contrôle coercitif. Effectivement, moi, quand je me suis intéressée il y a assez longtemps à ce mot, je m'y suis intéressée par le cinéma, en fait. C'est-à-dire, je connais bien le cinéma, donc j'avais vu le film Gaslight, qui m'avait assez terrorisée quand j'étais, je sais pas, petite ou adolescente, puis je l'ai revu beaucoup de fois. Et puis un jour, étant par ailleurs aussi traductrice et fréquentant pas mal la culture états-unienne, j'ai entendu ce mot et j'ai été sidérée par ce mot parce qu'il m'a rappelé le film. Je suis allée vérifier. De fait, le mot venait du film et il y a eu plusieurs étapes depuis 44 et la première étape qui est très importante, c'est 48 quand des spectatrices du film qui ont vu le film, qui ont été vues aussi par ce film, dans ce double mouvement qui fait à mon avis la force politique
du cinéma, en particulier du cinéma hollywoodien. Il a été inventé pour ça même, je pense. Bref, ces femmes ont vu que leur vie conjugale était celle que Ingrid Bergman menait dans le film de Cukor. Et donc, elles ont eu un moment de grande répression sociale aux États-Unis. Il y avait une petite ouverture, toujours la même ouverture qui est que, en période de guerre, les hommes n'étant pas là, les femmes sont envoyées dans les usines, enfin, vont travailler, en fait. On en a besoin. Et puis, ensuite, fermeture réactionnaire et au contraire grand backlash après la Seconde Guerre mondiale qui fait que le divorce, l'avortement, le fait de travailler, etc., tout ça devient quasiment impossible dans cette société donc hétéronormée et blanche, puisque c'est ça quand même au départ que ça concerne. Et des femmes qui ont vu le film ont le courage de trouver des avocats, de demander le divorce, et elles disent à propos de leur mari, he gave me the gaslight treatment, il m'a traité comme l'héroïne de ce film est traitée. Donc c'est là où ce film, je disais, c'est pas juste un chef-d'œuvre de la cinéphilie, a un rôle assez inouï en fait dans l'histoire, à commencer par celle des États-Unis, puisqu'il est dès le départ une œuvre qui regarde celle qui le regarde et qui le regarde au double sens du terme d'être vue, que notre vie soudain soit élucidée à nous-mêmes, et le regarde au sens de leur donner ce courage d'une émancipation et cette arme même qui est celle du divorce à ce moment-là. Avoir cet outil du gaslighting, ça permet donc de renverser cette fable de l'hérédité, c'est ta formule dans cet essai. Toi, Adèle, quand tu enquêtes sur ton arrière-grand-mère donc qui a été lobotomisée, tu dis que cette enquête, elle part d'une peur, celle d'être folle. Comment elle naît, cette peur? De quoi elle est née? En revoyant cette scène, je me disais à quel point c'était effectivement une scène cruciale et en même temps très archétypale, quoi. C'est-à-dire que justement, c'est assez flou, c'est le rôle des tabous familiaux, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de termes comme ça qui vont circuler dans la famille sur cette personne qui était mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Elisabeth. Ça passe d'abord par simplement le fait qu'on retienne un surnom, donc en l'occurrence c'était Betsy pour cette femme, et simplement le fait que le surnom traverse les générations, ça dit déjà qu'il y a quelque chose à craindre de cette personne. Ensuite ça passe par des mots qui sont jetés un peu comme ça, schizophrénie, tempérament fragile, il faut se méfier, attention à ça, etc., de sorte à, parce qu'on n'avait pas la chance d'avoir un Cukor derrière nous dans la famille, de sorte à ce que cette ritournelle du risque, qui est celui dans lequel est prise Ingrid Bergman là, soit complètement intégrée. Et là, ça produit certains effets sur nos comportements qui sont si je me trouve dans une famille où je risque de développer un tempérament fragile parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avaient ce tempérament-là, eh bien, il faut que je me comporte d'une certaine manière ou que j'organise ma vie d'une certaine manière pour ne pas risquer de faire surgir ce tempérament. Il y a quelque chose dont je me suis rendu compte sur la manière dont ça circulait dans ma famille qui est extrêmement étrange, c'est-à-dire que à la fois la schizophrénie de Betsy était une maladie génétique, donc quelque chose dont on ne contrôlait absolument pas le surgissement, par définition, et en même temps, il y avait cette idée que certains de nos comportements pouvaient le favoriser. Donc en fait, quand on s'approche de près de ces éléments, ils sont complètement contradictoires. Mais par le silence, par tout ce qu'on garde sous le couvercle, on nous empêche en fait d'aller regarder de quoi est constituée exactement cette peur, et donc on la maintient. Et en l'occurrence il s'agit de manière mensongère de la mère d'Ingrid Bergman. Dans mon cas, il s'agit de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire que c'est une chape qui qui tient sur 4 générations. Et qui va aussi aller puiser dans des éléments, elle a certains outils, cette chape, par exemple, quelque chose qui revenait souvent pendant mon enquête, c'était mais si c'est génétique, regarde, Louis, le père de Betsy, avait plusieurs sœurs qui étaient un peu comme ça, ou mais si tu as cette cousine lointaine que j'avais jamais vue, dont j'avais jamais entendu parler, à part pour donner cet exemple, qui à cet âge-là a fait une tentative de suicide, ou qui prend beaucoup de médicaments, donc on allait comme ça ponctionner des exemples dans l'histoire pour faire tenir ce mythe en fait de la folie héréditaire installée dans ma famille.
Et tu dis que tu réalises au cours de ton enquête que cette peur, elle est partagée non seulement par d'autres personnes de ta famille, toutes des femmes, et aussi par les gens maintenant que tu rencontres depuis la sortie de ton livre. Tu te rends compte qu'il y a plein de femmes de ton âge qui ont aussi la même peur. De toute façon, le discours que je viens de tenir, il est tenu depuis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la position où je me suis rendu compte du caractère collectif et donc structurel de ce type de mécanismes familiaux et collectifs. Mais évidemment, au départ, c'est un drame parce que c'est vécu de manière complètement solitaire, parce que je n'ai absolument pas conscience qu'il s'agit de quelque chose qui agit sur moi de l'extérieur. Moi, je suis juste avec ma propre peur d'être folle parce que justement, je me trouve dans ce type de situation qui pourrait générer la survenue de cet horrible tempérament fragile qui circule dans les femmes de la famille, chez les femmes de la famille. Et effectivement, ce qui fait la bascule pour me rendre compte de ce caractère schématique, c'est d'abord de me rendre compte que toutes les femmes de ma famille, à l'âge qui était le mien quand j'ai commencé l'enquête, ont posé des questions sur Elisabeth. Donc là, je me rends compte que c'est quelque chose qui est comme une sorte de rite d'apprentissage par lequel il faut passer pour accéder à l'âge adulte. Et quel âge adulte pour les femmes de ma famille, c'est toute la question. Et ensuite, il y a effectivement cette deuxième étape où, au moment où je commence à expliciter un peu ce travail que je fais d'abord avec des amis, des proches, et puis ensuite un peu plus largement, où les femmes avec qui j'en parle me répondent très souvent. Ah mais c'est fou, moi ma mère, moi ma grand-mère, moi mon arrière-grand-mère, et en fait je commence à mesurer, comme on dit, l'ampleur du problème, quoi. C'est-à-dire que c'est que la façon dont ces schémas familiaux sont présents dans énormément de familles, et comment toutes ces femmes sont dirigées par la peur, et la manière dont vraiment ça influe au quotidien sur leur comportement. Et je mesure ça à ce moment-là. On va écouter un extrait d'un reportage qui a été tourné à l'hôpital Sainte-Anne en 1947. C'est un neurochirurgien qui s'appelle Pierre Puech qui est interviewé. Egas Modiste de Lisbonne qui a créé le terme de psychochirurgie. Il a créé ce terme en décrivant une intervention qu'on appelle la lobotomie et qui consiste à couper quelques filets blancs, nerveux, qui unissent le lobe frontal avec des noyaux gris qui sont situés à l'intérieur du cerveau. Et lorsque l'on coupe ces filets nerveux, on arrive à guérir des malades qui ont un état d'anxiété avec une agitation, syndrome clinique que l'on voit dans beaucoup d'autres cas. Mais cette chirurgie fonctionnelle est aussi intéressante, non seulement pour la guérison des troubles mentaux, mais aussi pour la chirurgie de la douleur, qui est une chirurgie également fonctionnelle, sur laquelle le Riche a beaucoup insisté, et qui se pratique dans tout l'axe du système nerveux en sectionnant des filets sensitifs, soit au niveau des nerfs, soit au niveau de la moelle épinière, soit encore au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau. Et bien dans de tels cas, en pratiquant la lobotomie que je vous indiquais tout à l'heure, on peut avoir d'excellents résultats. C'est ainsi par exemple qu'un malade qui est atteint d'une carcinose pelvienne, d'un cancer de l'utérus inopérable, eh bien on peut guérir et soulager les douleurs et lui permettre une vie possible par des interventions de la douleur, la cordotomie et la lobotomie. Ceci en effet est tout à fait remarquable. De toute façon, je pense que toutes les précisions que vous avez bien voulu nous donner là évoqueront certainement dans l'idée de l'auditeur l'énorme difficulté qu'il peut y avoir. Ça, c'est une chose qui m'a toujours absolument enthousiasmé. Peut-être voir de la part du chirurgien à sectionner telle ou telle fibre nerveuse. Oui, mais pour sectionner une fibre nerveuse, il faut une longue éducation. Il faut avoir appris d'abord l'anatomie du système nerveux, puis sa physiologie, puis en plus, après, reconnaître par la clinique, par les examens de spécialité, exactement le siège de la lésion ou le siège du faisceau nerveux qui doit être sectionné. Évidemment, ceci ne s'acquiert pas en un jour, et c'est surtout à Thierry de Martel, à Clovis Vincent et à Petit Dutailly en France que l'on doit d'avoir précisé tous les détails techniques et cliniques que je vous indiquais. Je crois que pratiquement, en ce qui concerne nos auditeurs, on peut tout de même dire une chose, et je vous demanderai de bien vouloir me le confirmer si je ne me trompe pas, c'est que c'est une des chirurgies les moins douloureuses, je crois.
Le cerveau n'est pas douloureux. Le seul point douloureux, la seule région douloureuse est la peau. Aussi, dans de telles opérations, on opère en général sous anesthésie locale. Mais il est des cas chez lesquels il faut avoir recours à l'anesthésie générale. Ce sont en particulier les enfants. Ce sont aussi les interventions que l'on pratique chez des sujets dont la sensibilité est extrême et dont l'agitation pourrait créer des désastres opératoires. Et gêner le chirurgien aussi. Et gêner le chirurgien aussi. On voit bien comment il y a tout un discours rationnel, enfin donc fou mais rationnel à l'époque, qui est élaboré autour de la lobotomie. Toi, tu as enquêté dans les archives psychiatriques et tu as rencontré ces patientes à travers des retranscriptions de leurs propos, de la manière dont elles vivaient cette opération. Qu'est-ce que tu as découvert? Tu dis que qui sont les femmes qui étaient lobotomisées dans les années 50? Mais juste avant ça, peut-être sur cette archive, il y a quelque chose qui me frappe, c'est le lien quand même entre cette chirurgie de la douleur pelvienne et la lobotomie. Enfin là, on a quand même un malade. C'est drôle, un malade qui a donc un utérus. Oui, exactement. Ouais. Puis on a surtout, on a vraiment cette ligne, ce fil tracé entre l'ancêtre de la psychochirurgie qui est la chirurgie, la psychiatrie, psychochirurgie gynécologique, quoi. Donc c'est vraiment, c'est une archive aussi vraiment intéressante pour ça. Et puis je tique au mot de guérir qu'emploie Puech, puisque évidemment ça ne guérit rien, vous vous en doutez, mais c'est même assez contraire à un discours médical de l'époque qui dit de manière quand même assez explicite que la lobotomie ne guérit pas et que ce qu'elle fait, c'est d'agir sur les effets des symptômes mentaux et que du coup elle endigue en fait des comportements négatifs, mais non pas qu'elle guérit. Et donc voilà, même à l'époque, le terme de guérison prête à débat en fait. Effectivement, il y a aussi tout cet aspect-là de l'archive qui, en fait, d'un chirurgien qui porte un discours sur ce que ferait cette opération à la patiente, opération qui, je sais pas si tu l'as dit, mais a concerné entre 80 et 90% de femmes. Donc et les hommes qu'elle a concernés étaient en grande majorité des enfants. Donc c'est quand même une population extrêmement ciblée. Et effectivement, le chirurgien tient un discours sur la douleur, la non-douleur en fait qui serait associée à ces opérations et qui effectivement me fait bondir. Parce que j'ai passé beaucoup de temps, donc j'ai jamais retrouvé le dossier médical de Elisabeth, mon arrière-grand-mère, et donc pour essayer de comprendre un peu de l'intérieur ce qu'elle avait vécu, j'ai passé beaucoup de temps dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Henri Hey, situé à Bonneval, et qui était un hôpital qui a reçu un chirurgien qui s'appelle Marcel David, qui est celui qui a opéré mon arrière-grand-mère et qui était comme Walter Freeman, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui était le lobotomiste américain. Donc Marcel David, comme Walter Freeman, était un chirurgien itinérant qui opérait des femmes dans différents hôpitaux, ce qu'on appelait les asiles à l'époque de France, et qui justement, et là aussi ça me fait tiquer, c'est la personne qui a dit que la lobotomie ne demandait pas à être pratiquée dans un hôpital, mais qu'elle pouvait être pratiquée dans un asile. La différence étant que dans les asiles, il n'y avait pas de dispositif stérile pour pratiquer les opérations. Donc en fait, même les anesthésies locales dont parle Puech là, elles sont inexistantes dans la plupart des pratiques de la lobotomie. Ce qui veut dire que les malades étaient probablement, comme aux États-Unis, anéanti par électrochoc avant que la lobotomie soit pratiquée globalement. Et donc j'ai été à Bonneval pour essayer de trouver des dossiers de patientes qui avaient subi une lobotomie. Et alors j'ai trouvé quelque chose qui a dépassé toutes mes attentes, c'est-à-dire une quarantaine de dossiers de femmes dans lesquels je me suis rendu compte que comme la lobotomie était encore assez expérimentale à l'époque, le chef de service avait demandé aux soignantes plus probablement, de documenter les suites de la lobotomie. Et donc elles retranscrivent sur des périodes de plusieurs mois les impressions des patientes sur cette opération. Et alors
une des premières choses qui apparaît, c'est la douleur. Mais alors vraiment, une des premières choses qui apparaît, c'est ça. C'est-à-dire, enfin voilà, il y a des centaines de phrases. J'ai mal à la tête, j'ai mal, je souffre. Enfin vraiment beaucoup de mots et de phrases relatifs à cette douleur-là. Et justement, une grande douleur physique mise en parallèle d'une douleur émotionnelle atténuée. C'est-à-dire, on a d'un côté cette espèce de fulgurance de la douleur physique et de l'autre, une incapacité à être en phase avec ses émotions psychologiques. Avec des phrases comme je sens que j'ai moins de peine et j'ai de la peine d'en avoir moins, ce genre de choses. Et donc, effectivement, là, cette archive est quasiment insupportable à entendre pour moi parce que c'est vraiment le prototype d'un discours médical radicalement opposé et pas du tout en phase avec le discours des personnes qui vivent effectivement, des femmes qui vivent effectivement ces opérations. À propos du lien que tu fais entre utérus et cerveau, il y en a une, ça m'a frappée, qui dit « on me défonce la matrice », comme si elle-même pressentait que tout ça était lié. Mélisa, toi tu es réalisatrice, en ce moment tu termines le montage de ton film sur la Maison des femmes. Avant d'en parler, je voulais que tu nous dises un mot. Là il y a la commission sur les violences sexuelles, notamment dans le monde du cinéma, mais aussi du théâtre, dans le monde de la culture, qui a rendu quelques recommandations. On entend parler depuis quelques mois, on entend les témoignages d'actrices, de réalisatrices. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ces témoignages d'actrices, de réalisatrices, et comment tu prends en charge cette question en tant que réalisatrice de la manière dont on peut à la fois évidemment mieux traiter les actrices, mais aussi arrêter ces représentations dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, pour moi, c'est complètement un double mouvement. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, femme féministe, quand je décide je sais pas si on décide, mais quand je m'oriente, quand j'accepte cette envie qui est la mienne de réaliser des films, évidemment, et que je suis moi en tant qu'individu en perpétuelle déconstruction, reconstruction de toutes les représentations qu'on trimballe en tant que femme et personne. Évidemment que quand je décide de faire des films, je me dis que j'ai quelque part une forme de responsabilité dans un début de construction de nouvelles représentations. Et d'autant plus, je pense, en tant que réalisatrice de ma génération. Donc, c'est vrai que pour moi, ça passe par le choix des sujets que je traite, et je me rends compte que dans tout ce que j'ai fait filmiquement, il y a un tropisme autour des soignantes. Et du coup, là, pour ce long métrage, je m'intéresse effectivement à la Maison des femmes de Saint-Denis, dont je retrace l'histoire et l'action. Donc, ça passe effectivement par le choix des sujets, qui pour moi est quelque chose d'essentiel, mais aussi le cinéma, c'est un artisanat, qui travaille de l'humain, des comédiens, en l'occurrence moi, beaucoup de comédiennes. Donc c'est aussi dans ma pratique au quotidien sur les plateaux de tournage, comment j'aligne en fait ces sujets que j'ai envie de traiter, mes propres convictions et ma manière de travailler. Et par exemple sur le tournage de la Maison des femmes, déjà sur le point de vue du film, moi j'ai choisi de jamais représenter de séquences de violence. Je me suis concentrée à traiter de la parole de ces femmes patientes victimes de violences, de ce qu'elles en disaient, de ce qu'elles en ressentaient, de comment elles s'en remettaient, comment elles se reconstruisaient, plutôt que de, encore une fois, montrer des séquences de violences qui font disparaître les individus, ces femmes, qui les rendent objets de la volonté d'un autre, qui est souvent un homme. Donc ça a été donc choisir ce point de vue-là, de vraiment me concentrer sur ça. Il y a très peu d'hommes dans le film, et voilà, de pas montrer ces moments de violence. Et ensuite, dans la fabrication du film, faire un film, diriger des actrices,
des acteurs, principalement des actrices en l'occurrence, c'est manier de la matière humaine. Les actrices sont pas des machines et elles sont pas de la chair à canon pour faire des belles images et des belles séquences et des moments forts de cinéma. Moi, vraiment, j'ai une conviction en tant que jeune réalisatrice qu'on ne peut pas tout se permettre au nom du cinéma. Ça, c'est pour moi vraiment important. Et donc, même si, par exemple, dans le film, il n'y a pas de séquence de violence, il n'y a pas de séquence d'intimité, on a tenu avec ma productrice à travailler avec une coordinatrice d'intimité sur le plateau pour prendre en charge notamment les séquences de consultation gynécologique qui étaient peu nombreuses mais qui existaient, et aussi pour exprimer aux actrices qui allaient porter ces récits difficiles, lourds, inspirés de récits de plein de femmes, de leur signifier que si ces récits étaient trop lourds à porter pour elles et que si ça réactivait des choses trop compliquées, elles avaient ce relais, cette personne à qui parler, qui ne serait pas moi, parce que le réalisatrice, d'abord, je n'ai pas de raison de rentrer dans leur intimité, elles n'ont pas d'obligation de me livrer leur intimité, et surtout il y a une jouer, c'est performer, donc il y a une notion d'envie d'être performante quand on est acteur sur un plateau pendant les scènes. Donc voilà, c'était de mettre en place cette personne relais auprès de qui elle pouvait se référer, se livrer aux besoins, qui pouvait les réorienter vers d'autres personnes, etc. Voilà, à chaque instant de la fabrication concrète, on pose pas des parpaings pour fabriquer des murs, on fait des films avec des êtres humains. Donc voilà, c'était de vraiment aligner et le sujet et les pratiques sur le tournage. Tu me disais à propos de représentation, et quand au début en introduction je parlais d'Anouk Grimbert, elle dit bien comment il y a eu une confusion entre... d'abord comment Bertrand Blier s'est emparé de sa matière humaine, comme tu dis, de sa vie, de son traumatisme pour le mettre sur les écrans, et comment, tout en la faisant jouer aussi des rôles de pute et tout, et comment ensuite cette représentation d'elle a infusé, comment elle est devenue justement cette folle, cette pute, comme s'il y avait une perméabilité entre le cinéma et la vie, et on en parlait toutes les deux, c'est beaucoup plus le cas pour les actrices que pour les acteurs. On parlait de la figure d'Anouk Grimbert. Tu me disais combien les actrices sont presque toutes considérées comme des folles, comme si être actrice, et toi c'est ce que tu disais aussi, Hélène, être actrice, tu disais c'est être une pute, c'est être une folle aussi. Oui, il y a aussi une sorte d'imaginaire sur le fait que une actrice, pour être bonne, doit être possédée par son rôle, par son personnage, doit être traversée intimement au plus profond d'elle parce qu'elle est en train d'essayer de livrer à l'image. Je pense que c'est assez décalé en fait. Ces actrices font un métier, elles ont des techniques, évidemment elles mettent ce qu'elles sont intimement au service des personnages, mais le distinguo, elles le font très bien elles. Et effectivement, quelques années maintenant que je côtoie ce milieu du cinéma, et effectivement je n'ai jamais entendu dire d'un acteur il est fou, jamais, jamais, jamais. J'ai pu entendre dire d'acteurs il est difficile, il est caractériel, il faut pas rester seul avec cette personne. Ça, c'est un autre sujet, mais jamais, jamais il est fou, jamais de remise en cause de leur stabilité mentale. Pour les actrices, c'est courant, légion, la norme, absolument la norme. Chirine, en Iran aussi, les femmes et notamment les actrices ont soutenu et ont été très impliquées dans le mouvement Femmes Vie Liberté, dans le mouvement MeToo puis dans le mouvement Femmes Vie Liberté. Et toi, tu me disais que ça avait été reçu en Iran comme un mouvement d'hystérie collective. Et d'ailleurs que certaines actrices ont été envoyées à l'hôpital psychiatrique, médicamentées, sédatées, pour soigner leur supposée hystérie. Merci Pauline, et merci à toutes et à tous, parce qu'il y a quand même quelques hommes dans la salle, et on se disait en arrivant que c'est dommage qu'il y ait que les femmes majoritairement pour se soucier de la question de l'hystérie, alors qu'effectivement souvent sont des hommes, et en tout cas des gouvernements. Là en l'occurrence, pour parler du cas de l'Iran, on parle d'un pouvoir en réalité qui en fait va concentrer le monstre à 3 têtes pour les femmes. On parle d'un gouvernement qui est autoritaire, qui est dictatorial,
qui est misogyne fondamentalement et qui est la forme la plus aboutie de l'État patriarcal. Et donc dans le cadre d'un grand mouvement qui était le mouvement Femmes, Vie, Liberté, amorcé en septembre 2022, pour celles et ceux qui ne le savent pas peut-être, qui naît en réalité d'un féminicide, donc Jina Mahsa Amini, une jeune femme qui va être tuée sous les coups de la police des mœurs pour avoir mal porté le voile obligatoire, puisqu'en Iran, eh bien, il y a des lois patriarcales et au demeurant une confusion entre des lois qui sont des lois religieuses et la loi civile. Je suis désolée, je suis obligée de poser ce contexte-là pour arriver justement à ce grand mouvement en réaction donc au meurtre de Jina Mahsa Amini. On parlait tout à l'heure des fantômes de femmes. Jina, elle va devenir en fait une forme de fantôme et en réalité même une martyre, mais au sens intéressant du terme, c'est-à-dire presque une figure iconique dans laquelle il va y avoir un grand mouvement de mobilisation qui va prétendre donc à l'égalité et qui va être porté par des femmes, et donc un mouvement féministe. Alors évidemment, en réaction, comment est-ce que eh bien les autorités iraniennes vont réagir? Au départ, ça va être de nier ce grand mouvement de mobilisation, mais évidemment, il a eu des échos internationaux tels qu'il a fallu trouver une stratégie. Et la stratégie, ça a été de dire que les femmes qui résistaient, en fait, c'était des folles, voilà, des hystériques. Qu'en réalité, cette dissidence politique qui était une dissidence politique de femmes, comme en fait, c'était pas des personnes qui étaient des sujets de droit et qui pouvaient, avec discernement, politiser en fait leur lutte, et forcément, c'était des femmes qui étaient atteintes de troubles psychologiques. Et donc, dans le cadre de ce mouvement, on a des actrices. Le cinéma iranien donc est un cinéma souvent qui est primé. D'ailleurs, j'encourage toutes et toutes, si vous n'avez pas vu Les graines du figuier sauvage de Rassoulov, à courir aller voir ce film. Et sans spolier d'ailleurs, c'est quand même là encore des femmes qui se battent et qui résistent face à cette oppression extrêmement féroce d'une société patriarcale vraiment impitoyable. Et donc, on va avoir ce mouvement de répression. Les actrices en Iran, dans le cadre de ce mouvement, ont refusé effectivement de ce voile obligatoire. Il faut comprendre que quand on est actrice en Iran, évidemment, il y a déjà le tabou, il y a la censure, parce que les films en Iran, il faut obtenir l'autorisation du ministère des Renseignements pour pouvoir tourner un film. Et quand on est une femme et qu'on tourne un film en Iran, en plus de la censure générale, il y a une censure qui va venir en plus s'ajouter sur le corps de l'actrice, parce qu'évidemment déjà il faut qu'elle soit couverte de la tête aux pieds, mais en plus il y a des scènes qui sont en fait interdites, la mixité n'est pas possible, et puis il y a des carrément dans les scénarios, il y a des choses qui sont pas possibles. Mais donc ces femmes-là qui en fait étaient des actrices ont refusé aussi de cette loi sur le voile obligatoire et se sont mises en scène en participant à des manifestations. Et donc en répression, elles ont été les unes après les autres condamnées. Et là, par exemple, j'ai deux exemples. Je les ai notés parce que je trouvais que la rédaction des jugements, donc les jugements, c'est des tribunaux ecclésiastiques qui sont rendus en l'occurrence par des clercs. Et voilà, donc la motivation, par exemple, du jugement qui a condamné l'actrice Afsaneh Bayegan. Donc elle est apparue à plusieurs reprises tête nue sur son fil Instagram, et elle a été condamnée à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à l'obligation de se rendre une fois par semaine dans un centre psychologique, Dixit, pour traiter son trouble mental de la personnalité antifamiliale. Voilà, donc ça c'est tout à la fois la motivation qui a été retenue dans le jugement et qui a été reprise par le porte-parole de l'autorité judiciaire. Dans la même veine, on a une comédienne, Azadeh Samadi, qui a écopé de la même sentence pour elle aussi s'être dévoilée. Et alors les juges ont conclu à un trouble de la personnalité antisociale et on lui a aussi décelé, c'est les juges, un trouble psychologique contagieux qui entraîne une promiscuité sexuelle.
Voilà. Donc ça, c'est les motivations qui sont retenues en réalité par les juges. Alors, il y a effectivement en septembre 2023 une loi qui a durci les sanctions civiles et pénales à l'encontre des récalcitrantes, donc des femmes qui refusaient donc ce contrôle sur leur corps. Et désormais, donc elles peuvent non seulement celles qui donc ne respectent pas la loi qui institue encore une fois, c'est une obligation de porter le voile en Iran, c'est encore différent. Elles sont pas libres de le porter, c'est pas la question du voile, c'est la question de l'obligation de le porter. Eh bien, on a des sanctions civiles et pénales qui se sont durcies avec des injonctions de soins psychologiques pour les femmes récalcitrantes. Et alors, quand c'est pas des stages de soins obligatoires, c'est des hospitalisations dans des centres psychiatriques contraints, donc sans le consentement. Et ça, souvent, c'est une alternative à la prison politique, parce que les femmes dissidentes politiques en Iran, soit elles suivent le même sort que les dissidents politiques, donc les intellectuels censurés, les académiciennes, enfin celles qui sont dans le milieu académique, les professeurs, voilà. Ça peut être des militantes féministes, des militantes écologistes. Soit elles vont dans la prison politique, mais le plus souvent, pour que ça passe vraiment sous les radars, on va les interner d'office en réalité dans des hôpitaux psychiatriques. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est que c'est quand même un lieu de privation de liberté, c'est une alternative à la prison politique. Et le deuxième, c'est que comme en fait il y a un présupposé et un cliché sexiste sur la base duquel de toute façon les femmes sont folles dans la société, vous pouvez une fois de temps en temps, quand vous êtes le ministère des Renseignements, glisser au milieu de cet amas de femmes, une militante politique, puis comme ça, personne n'aura forcément en tête de la chercher là, et puis au pire, on dira que c'est une parmi d'autres. Voilà. Et ça, c'est le cas notamment d'une de mes clientes, mais peut-être que on va y revenir tout à l'heure, je ne sais pas, ou peut-être maintenant. On va l'écouter tout à l'heure. Le régime, le pouvoir patriarcal, et en l'occurrence le pouvoir du régime iranien, repose aussi sur le fait de renommer, de rebaptiser. Comme toi tu dis, Hélène, dans ton ouvrage sur le gaslight, tu cites Rebecca Solnit, donc c'est l'autrice de Ces hommes qui m'expliquent la vie, donc c'est grâce à elle qu'on a le mansplaining, je crois. Et elle dit, comme tous les hommes coupables d'abus, les dictateurs cherchent à contrôler qui peut parler et quel récit on doit croire. Et toi, tu cites, donc tu fais le lien entre le gaslighting, comme on l'a dit dans le cadre conjugal, et le gaslighting politique. Tu cites aussi bien Trump que Meloni, que Macron, et tu montres comment c'est une pratique qui se généralise en fait, le gaslighting comme le régime iranien. Oui, je crois qu'il y a une question par rapport à ce que tu disais, Adèle, tout à l'heure sur une situation que tu intime, transmise. Une fable, disons, transmise dans ta famille que tu qualifiais de contradictoire. Effectivement, au regard de la raison, elle est contradictoire. Le problème, c'est que cette raison, nous, femmes qui parlons, nous ne la détenons pas historiquement. Donc, en fait, ce qui est contradictoire, je dirais, c'est pas contradictoire, c'est une double injonction. Moi, j'ai été frappée récemment par une des lois des talibans qui a été une des dernières qui a été édictée en octobre, parce que elle me paraissait sortie de mon livre sur le gaslighting, mais surtout elle me paraissait sortie directement par rapport par ailleurs à la supériorité autoproclamée des occidentaux sur sur le reste du monde. Elle était à peu près identique à une des lois de Solon, donc une des lois dictées par Solon au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Donc cette loi des talibans, elle dit « La voix d'une femme est une partie intime ». Je pense qu'on est au cœur de tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure sur la matrice, pour reprendre le terme que tu emploies. C'est-à-dire que ce qui sort de la bouche d'une femme est identique au sang des règles, au flux. C'est un flux, en fait. D'ailleurs, dans les planches anatomiques grecques, d'Hippocrate notamment, la femme est représentée avec deux bouches, la bouche parlante, et puis cette matrice, cet utérus, les deux étant souvent verrouillés. Donc, quand les talibans disent la voix d'une femme est une partie intime, ce qui aboutit à, alors il y a eu des degrés, mais en réalité c'était à peine des degrés de volume sonore. Il fallait parler pas trop fort, ne pas chanter, puis finalement pas parler du tout. Voilà. C'est toute la question finalement. C'est ce que j'ai découvert assez sidéré, je dois dire, en écrivant ce livre, en me livrant donc à une généalogie. C'est que donc derrière ce que tu nommes contradictoire, il y a vraiment une généalogie de la double
double injonction, c'est-à-dire d'ordonner aux femmes historiquement de faire deux choses contradictoires, et ce qui rend fou, hein. Enfin, je veux dire, c'est dans la psychiatrie, si on vous, enfin, c'est une des catégories, c'est ce que un anthropologue par ailleurs, plutôt Gregory Jameson, qui a inventé la notion de double bind, notion géniale. Dans sa bouche, elle est quand même employée pour décrire la généalogie des patients schizophrènes qui est causée par leur mère. C'est l'ironie, je trouve, de la chose. Donc, il y a la question, en fait, voilà, c'est ça, c'est la question de la crédibilité, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas se faire arnaquer par une fausse question qui serait celle de la crédulité. C'est-à-dire, pourquoi toutes ces femmes tellement intelligentes, hein, que ce soit Ingrid Bergman, que ce soit ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, hein, toi-même arrivant dans l'école des élèves les plus intelligents en France et ayant un sous-statut, je l'ai vécu aussi, hein, donc tout ça c'est la même histoire en fait, hein, je pense qu'elle est articulée, c'est la même histoire. Donc la question c'est pas notre crédulité de nous pauvres femmes qui serions plus portées à croire des récits qu'on peut vraiment, qui sont débiles en fait, hein. C'est-à-dire pourquoi nous, femmes qui avant d'être lobotomisées disposons d'un cerveau en état de marche, pouvons-nous croire par exemple que notre mère qui n'a pas été internée a été internée, que notre mère, notre arrière-grand-mère, notre mère, notre cousine lointaine qu'on n'a jamais vue, etc. est folle, que nous-mêmes sommes folles, se mettre à nous mettre à surprendre des symptômes qui n'ont pas existé. Donc la question n'est pas là. La question, et c'est ce que j'ai voulu construire avec ce concept de gaslighting, la question essentielle, c'est celle de la crédibilité. C'est-à-dire comment, historiquement, la crédibilité d'une parole féminine a été niée, a été détruite, a commencé, pas parce que je croyais en commençant ce livre, par le contenu, ce qui est dit, hein, mais par la voix même qui porte cette parole. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, que ça commence avec les Grecs en réalité. On pourrait penser que ça commence avec le fait que le logos dans la pensée grecque n'est pas autorisé à une femme. Ce qui est le cas, c'est-à-dire une parole de vérité n'est pas autorisée à une femme puisque la femme n'a pas les moyens, n'a pas l'adresse, n'a pas l'habileté pour utiliser le langage en sorte qu'elle aurait accès à la vérité. Mais avant même cet aspect, intellectuel du contenu même, il y a la question de la voix, hein, la question du volume sonore. Donc c'est en ça que j'en reviens à cette histoire de talibans qui m'a vraiment assez, j'ai trouvé génial en fait je trouvais génial la manière dont les talibans l'ont formulé, mais tranquille en fait, hein, c'est-à-dire quand une femme parle, c'est comme quand elle a ses règles en fait, il y a aucune différence quoi, ou c'est comme quand elle pisse, ou c'est comme quand elle pleure, c'est une partie intime, c'est sa chatte en fait qu'on entend, elle ouvre la bouche et c'est sa chatte qu'on entend, donc c'est ça qu'on doit cacher. Le premier qui formalise ça, c'est Aristote, c'est-à-dire c'est celui qui officiellement nous a légué pour le coup, celui qui nous permet de raisonner. Tu vois, quand tu dis c'est contradictoire, c'est censé être lui, enfin c'est pas censé être lui, c'est lui qui nous a légué notre supériorité occidentale, c'est-à-dire le principe de non-contradiction. Aristote, il va dans sa physiologie faire une différence qui est héritée des tables pythagoriciennes. Alors, Monique Wittig a remarqué de manière assez géniale comment les tables pythagoriciennes qui vont diviser le monde en deux, on pourrait dire, et notamment avec une différence entre le sec et l'humide, vont insensiblement passer, Pythagore c'est un mathématicien, vont insensiblement passer de catégories scientifiques à des jugements moraux, à des valeurs morales. Et c'est ce moment-là que Wittig remarque où il y a un truc qui se passe et où les femmes et les homosexuels vont se retrouver mis dans le même panier, qui est celui dans lequel Aristote met les voix aiguës. Alors les voix aiguës, ce sont des voix qui ne sont pas équilibrées. Donc il fait une analogie entre les poids des métiers à tisser, qui donc vont équilibrer un métier à tisser, et les testicules donc de l'homme, genre masculin, qui vont donc équilibrer sa voix et lui donner une voix basse. Donc déjà il y a une analogie. Une analogie, normalement, en philosophie, c'est démontrer. C'est-à-dire que c'est pas un terme flou, c'est pas un terme vague. En philosophie, une analogie kantienne, c'est
c'est dans la critique de la raison pure, quoi. Donc là, c'est une analogie, c'est complètement farfelu en fait. Et ce qui est encore plus farfelu, c'est la conclusion en fait qu'il en tire, c'est que ceux qui ont des voix aiguës, donc les femmes, les homosexuels et les calamites. Alors les calamites, c'est les jeunes gens entretenus par des hommes plus âgés. En gros, c'est les ados qui ont un sugar daddy. Je traduis Aristote. Et donc nous sommes tous les trois dans le même panier. Nous n'avons pas, en conclut-il, de suprématie. Et c'est là que c'est compliqué, c'est là qu'on en arrive à ton champ d'action, parce que la suprématie, ça veut dire la parole telle qu'elle est portée politiquement, qu'elle a une valeur politique, qu'elle est publique, qu'elle est portée sur une scène publique, c'est celle de l'orateur, c'est celle qui fait les lois, c'est celle qui écrit les lois. Donc l'autre parole, et j'en arrive à cette histoire de ce mot de contradiction, tu vois, que je trouve assez déchirant en fait, au fond, ce mot de contradiction, qui est que l'autre loi, c'est la loi des femmes, c'est la loi de l'obscurité, c'est la loi du gazlet, c'est la loi dans la maison, c'est la loi des morts, c'est la loi qui consiste à veiller sur les morts. Et là, on en arrive à ce que les lois de Solon disent aux femmes, enfin comment elles réglementent en fait ce qui nous est laissé. C'est que d'un côté, ce qui nous est laissé, c'est de pleurer, on en revient au flux, de pleurer pour et avec les morts, c'est le devoir des femmes, c'est ce que doit faire Antigone. Et en même temps, les lois de Solon disent, il faut pas pleurer trop fort, il faut pas qu'il y ait de larmes, il faut pas que le visage, tout ça est réglementé exactement comme dans les lois des talibans, c'est-à-dire toute l'expressivité qui est condamnée, toute l'émotion, tu parlais de l'émotion, tu parlais de la dissociation de l'émotion, au fond, il faudrait une lobotomie pour résoudre cette question qui est, tu dois pleurer avec les morts, mais je t'interdis, mais la loi publique, la seule loi que nous te laissons, c'est celle de pleurer avec les morts, et la loi publique t'interdit d'exercer, enfin de montrer, de manifester tout ce à quoi tu es condamné. Ça donne Antigone et Créon, et ça donne ce que dit Hegel de manière assez géniale quand il analyse la pièce de Sophocle, c'est-à-dire que à un moment, l'ironie féminine fait tomber la cité grecque, c'est-à-dire c'est un ferment d'insurrection. C'est ce moment où Antigone dit Créon, mais en fait, je veux dire, Créon dit à Antigone, pauvre hystérique, tu n'es qu'une folle en fait, mais je veux dire, personne te croit. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Tu veux enterrer ton frère, mais personne n'est d'accord avec moi. À quoi elle répond? Mais tout le monde est d'accord avec moi, mais tu leur as cloué la langue au sol. Je cite Sophocle. Et donc, c'est ce moment de l'ironie, en fait, pour peut-être parler de l'émancipation. Donc l'histoire, elle est là. C'est-à-dire, je pense que chaque femme, que ce soit nous toutes, ton arrière-grand-mère, toi qui en héritez, nous héritons toutes de ce récit-là, enfin récit, c'est pas le bon mot, de cette fable-là, de ces élucubrations-là, qui ont une histoire longue. Bon, tu l'as bien montré, extrêmement bien montré dans ta série documentaire, qui aboutissent ensuite au moment, puisque je parlais de croyance et de crédibilité, au moment où Freud décide de ne plus croire des femmes qu'il a crues, il les a absolument crues au départ, des femmes qui sont toutes incestées. Toutes, c'est ça qu'elle raconte. Elle raconte que leur père, leur oncle, enfin un homme de l'entourage propre les a violées ou violentées, enfin les a maltraitées. Il les croit jusqu'au moment où c'est pas qu'il arrête de les croire. Il décide de ne plus les croire. Et ce moment, c'est le moment où il invente le complexe d'Oedipe, qui en termes d'élucubration, jamais prouvé, un délire, un délire qui a quand même une fonction politique très précise, qui consiste, si on dit que la petite fille elle désire son père, si la petite fille elle a été victime d'inceste, c'est pratique en fait de dire qu'elle désire son père. Donc la fonction de cette espèce de délire qui en plus a été repris pour le coup, comme la géniale helléniste Florence Dupont le montre, enfin c'est, comment dirais-je, Freud croyant à Sophocle comme si Sophocle c'était un texte. Il n'y a pas de texte grec, déjà il n'y en a pas, ça n'existe pas en fait. Il y a des morceaux de pièces qui sont écrites à un moment et qui ont des fonctions en fait, qui sont des morceaux de musique et qui sont faits pour pleurer
encore une fois, cette fonction. Alors moi, sur les acteurs et les actrices, enfin bon, après, ça serait trop long d'en parler, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit en général sur le cinéma. Mais je pense que la fonction du cinéma, originellement, en tout cas du cinéma hollywoodien, pour s'en tenir à ce que je connais le mieux, c'est de pleurer avec les femmes dès le début. Et je pense que c'est pour ça que c'est queer le cinéma, et que c'est pour ça que Cukor a pu faire ce film tellement extraordinaire, pas parce qu'il était homosexuel, mais parce qu'il était un génie qui avait compris qu'il était là finalement pour donner à une actrice, et ça aurait pu être un acteur, puisque comme disait Cary Grant, les acteurs sont des actrices, pour donner sa place à lui, son regard à lui, et pour permettre à Ingrid Bergman, à la fin de Gaslight, de s'émanciper de ce système torsionnaire, effectivement, qu'est le mariage patriarcal, hein, qui est un système de mise à mort, un système de cadavérisation de la voix, de cadavérisation du corps, comme on l'a vu récemment dans un procès qui reprenait exactement le concept de Gaslight. Donc je pense que la fonction politique du cinéma, elle est beaucoup plus ambiguë que ce qui en est maintenant dit, ce qui n'empêche pas que tout ce qui a été dit, comment dirais-je, récemment dans l'enquête parlementaire reflète exactement le fonctionnement de ce système de pouvoir. Notre double bouche qui fait que jamais un homme genre masculin, même quand il dit des choses inintéressantes, fausses, stupides, ce qui arrive très souvent, jamais cette parole n'est rapportée à sa bite, jamais à son sperme, à ce qui s'écoule de lui, à son anus, jamais à une quelconque partie de son corps. La parole de la femme, elle est toujours ramenée à un corps, et un corps dont la définition dans ce cadre-là, c'est que c'est un corps violable, en fait. Ça, c'est un renversement, en fait. Dire qu'elles sont hystériques, qu'elles sont hyper sexualisées, la parole des femmes, ça permet de pouvoir ensuite masquer les violences sexuelles. Absolument. Et c'est Cassandre qui n'est pas crue parce qu'elle a refusé le viol. Et donc, ce pouvoir de nommer, de renommer, donc par le gaslight, par le pouvoir patriarcal qui gaslight ses victimes. Toi, Adèle, dans ton enquête sur ton arrière-grand-mère, ça te permet aussi de découvrir à travers les lettres, les correspondances d'Elisabeth, qui elle était, et en miroir, ce qui était dit d'elle. Tu as retrouvé le dossier d'admission d'Elisabeth dans les archives de l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais. Il y a ce certificat. Et c'est quoi le dossier. La lettre d'admission, c'est ça Et donc cette lettre dit qu'Elisabeth serait atteinte de troubles mentaux avec attitude mal adaptée, autoritarisme morbide, troubles du comportement et incapacité à une vie sociale normale. Cet état relève d'une schizophrénie d'évolution déjà ancienne qui a été traitée par insulinothérapie et par lobotomie. On en a un peu parlé, mais peut-être que tu pourrais nous raconter comment la lobotomie en fait sert à faire taire une femme que tu as découverte en fait très libre et qui réclamait une forme d'émancipation et qui n'était pas particulièrement passionnée par la maternité. C'est-à-dire que en fait dans cette histoire aussi de double comment tu dis pas de double d'injonction contradictoire justement, il y avait cette idée que donc c'est-à-dire que d'abord je pense que Elisabeth est folle, qu'elle est schizophrène. Ensuite, on me laisse apparaître que peut-être que son mari a joué un rôle dans ses troubles. Mais on me dit pas, il a été épouvantable, il l'a maltraité, il lui a fait 7 enfants en 6 ans, il a peut-être commis des violences sexuelles. On me dit évidemment pas tout ça. On me dit parce qu'en fait, Elisabeth était trop fragile, donc elle n'arrivait pas à lui tenir tête. Donc, en fait, elle est doublement accusée, c'est-à-dire que finalement, elle se retrouve responsable de n'avoir pas su résister à. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la double accusation. Et donc effectivement, mais ce qui est fou en fait, c'est que la première fois que j'entends ce récit de André était trop rigide et Elisabeth n'a pas su résister, j'ai l'impression qu'au contraire on me dit enfin que finalement elle est pas folle et que finalement qu'en fait on me fait une confidence qui est positive entre guillemets. Et c'est au moment où je découvre cette correspondance donc que ma grand-mère me donne sans l'avoir lue, hein, que ce deuxième récit va se briser et que je vais comprendre ce qu'il implique effectivement, qui est
que surtout, ce qu'il ne doit pas sortir, c'est que ce n'était pas ce tempérament fragile et que c'était une femme qui ouvrait sa gueule globalement. Et que ça, vraiment, c'est le truc qui doit pas sortir. Et d'ailleurs, dont ma grand-mère doit se douter quelque part, puisqu'elle ne veut pas lire les lettres. Donc, elle veut surtout pas voir elle veut surtout pas que ce truc lui saute à la figure, quoi. Et donc, effectivement, j'entre dans cette correspondance et je découvre, c'est au-delà de toutes mes attentes. Je pensais, c'était même pas potentiellement des attentes pour moi, tellement c'était pas possible que mon arrière-grand-mère venant d'un milieu bourgeois catholique dans les années 50 et en fait était une incarnation de la femme qui voulait travailler, ne pas avoir d'enfants et demander de la liberté. Enfin, je veux dire, ça ne faisait pas partie de mon imaginaire, quoi, pour toutes les raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et en fait, je trouve ça, c'est-à-dire, j'ai monté le texte particulièrement autour de ces passages-là, mais il y en a des centaines et des centaines. Je trouve une femme qui, bien sûr, explicite ce type de désir-là, donc avec des phrases du type j'aimerais travailler, si je travaillais, je choisirais un métier qui me donne de l'autonomie financière, ou j'ai besoin de beaucoup de liberté, plus que la plupart des jeunes filles, je n'ai pas un instinct maternel très développé, ce genre de choses, mais qui en plus tient tête. Et je crois que c'est ça qui me marque le plus, c'est-à-dire qu'elle est face à un homme qui lui dit les choses sont comme ça, voilà, les choses sont comme ça doit se passer comme ça, un couple c'est ça, la vie conjugale moi je la vois comme ça, nous organiserons notre foyer comme ça. Et elle dit, avec une espèce de spontanéité à la psychologie qui est aussi assez inattendue pour l'époque, elle dit mais moi je ne fonctionne pas comme ça, mon tempérament c'est d'être comme ça, j'ai besoin de ça. Et ça aussi c'est très surprenant, c'est-à-dire une sorte de pour cette personne qu'on m'a toujours présentée comme folle, au contraire une extrême lisibilité d'elle-même où elle pose carte sur table. Et ce qui fait que du coup ces lettres elles sont aussi bouffies d'ironie tragique, parce que comme elle arrête pas de poser carte sur table, et qu'il lui arrive exactement le contraire de ce qu'elle souhaite, quand elle dit j'ai besoin de plus de liberté, j'ai besoin de plus de liberté que la plupart des jeunes filles, et quand moi je lis ça en sachant qu'elle a passé 17 ans internée en hôpital psychiatrique, c'est plein d'ironie tragique, quoi. Et voilà, et donc effectivement c'est une hypothèse de cette enquête qu'il y avait quelque chose d'inconciliable entre ce caractère, ensuite précisément son mari, plus largement son milieu, plus largement son temps, quelque chose de profondément inconciliable. Chirine, hier on a appelé une de tes clientes que tu as aidé à faire sortir d'Iran. Elle aussi, elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique, elle aussi on a essayé de la faire taire. Elle aussi, il y a dans cette histoire une menace de violence sexuelle. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous raconter comment, avant qu'on écoute le son, pourquoi elle a été internée, dans quel contexte? Alors, son prénom c'est Razal, et donc elle a voulu absolument qu'on dise son nom parce qu'elle a voulu témoigner et de façon non anonyme, parce que effectivement, l'histoire de Razal, elle commence en Iran. Pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, elle va résister. C'est, tu le disais tout à l'heure, le fait de tenir tête, en fait. Donc, ces femmes qui refusent de se soumettre aux lois injustes et aux lois patriarcales. Et elle va aller manifester dans une ville à Téhéran et elle va gonfler les rangs des manifestants. Elle va y aller aux côtés de son compagnon. Et alors, faut bien comprendre qu'elle a une trentaine d'années. Ils sont pas mariés, ils ont pas d'enfants, ils vivent en concubinage. Et ça, effectivement, déjà, c'est un acte de résistance parce que en Iran, quand c'est un État patriarcal, évidemment, il repose sur une structure qui est la famille. Et donc, c'est une structure à laquelle on n'échappe pas. Et quand tu disais tout à l'heure, le mariage hétéronormé, c'est aussi une structure à un moment donné d'oppression. En Iran, évidemment que le code de la famille soumet, en l'occurrence, les mères, puisque dans la constitution iranienne, les femmes, elles sont explicitement mentionnées, et leur rôle social aussi, puisqu'on dit les femmes, leur existence dans la République islamique d'Iran, c'est de donner naissance aux enfants de la nation. Donc on revient encore toujours à ces mêmes schémas-là, même si on est à des milliers
de kilomètres. Et donc Razal, elle va aller manifester avec son copain, en fait, son petit ami. Et en fait, son petit ami va être tué par les forces de sécurité, donc qui ouvraient le feu pour réprimer les manifestants. Et en fait, alors que elle le conduit en urgence absolue dans sa voiture, et ben il va mourir en fait dans la voiture. Et évidemment, Razal, quand elle arrive, elle est en état de choc, donc elle le conduit à l'hôpital. Il faut bien comprendre que les hôpitaux à ce moment-là, ils sont complètement encerclés par les forces de sécurité et de renseignement. Et donc en fait, quand on arrive avec quelqu'un qui est blessé, et ben forcément les médecins refusent en règle générale de les prendre en charge, ou alors ils les prennent en charge et ils les fichent pour ensuite donner les noms des manifestants au service de renseignement. Mais malgré tout, elle va emmener du coup ce corps finalement qui est déjà mort, qui est celui de son compagnon, et ensuite elle va être appréhendée à l'hôpital par les forces de sécurité et de renseignement qui très rapidement vont comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire un corps qui est une preuve en fait d'un crime qui est commis par un État criminel. Et donc c'est là que va s'amorcer le délire, mais de la part de cet État qui va tout faire pour falsifier la vérité, pour nier en réalité ce crime, et donc évidemment qui va expliquer que elle n'a pas vu ce qu'elle a vu, que Razal est folle, que c'est une vue de l'esprit, et que quand elle dit que c'est l'État iranien qui est responsable de la mort de son compagnon, tout ça c'est dans sa tête. Et donc du coup, c'est ce qui va justifier en réalité le fait qu'elle va être arrêtée, elle va être interrogée par les services de renseignement, et en permanence, je connaissais pas le terme de Geiselhaft, et quand j'en ai discuté avec Pauline, je me suis dit c'est exactement ça. En fait, la manipulation des services de renseignement et de ses bourreaux et de ses interrogateurs dans le cadre de cet appareil d'État sécuritaire et répressif va finalement faire porter la responsabilité de ce qui est au départ un crime d'État, sur les épaules de Razal, en disant ce que tu as vu n'a pas existé. Voilà. Et donc Razal, elle va être conduite dans un hôpital psychiatrique. Elle va être soumise à de la sédation forcée. On va lui faire ingérer des médicaments pendant 6 jours. Elle va l'expliquer, mais on va l'entendre tout à l'heure. Elle est placée à l'isolement. Elle est au milieu de patientes qui sont des patientes, alors on ne le saura pas, qui ont leur histoire qui leur appartient. Et donc du coup elle va être au milieu d'autres patientes, et évidemment ça c'est un moyen de faire taire sa voix, parce que Razal depuis des semaines et des semaines qui ont suivi la mort de son compagnon, elle n'a cessé que de demander vérité et justice pour son compagnon. Et donc du coup c'est comme ça que on va la soumettre à des traitements évidemment inhumains, indignes, et ça passe encore une fois, cette dissidence, ce refus des femmes de se taire par la pathologisation et par le déni, et de dire finalement tu n'as pas vu ce que tu as vu. On va entendre la voix de Razal. En tant que femme qui est dans un lieu privé de sa liberté, la première chose à laquelle on pense, c'est « j'espère qu'il ne m'arrivera rien ». Comme je vous le disais, pendant 5-6 jours, j'ai eu un blackout total. C'est évidemment terrorisant parce que je suis obsédée par l'idée de reconstituer ce qui s'est passé là-bas. Mais je suis incapable de me rappeler ce qui s'est passé pendant ces 5-6 jours à l'isolement. C'est une guerre psychologique. Le simple fait de ne pas savoir et de douter même, de se poser la question, est une torture psychologique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me dis que c'est fait exprès, pour que vous vous posiez sans cesse la question, que vous ne recommenciez jamais, que vous ne soyez jamais tenté de vous retrouver dans la même situation. Et donc, en soi, c'est une façon de faire en sorte que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois. Et moi, du coup, je suis incapable vraiment de vous dire si j'ai subi ou pas des violences sexuelles dans ce lieu. J'espère de tout mon cœur que ça n'ait pas eu lieu. Mais vous savez, quand vous êtes dans un rapport, que vous êtes interrogé par votre bourreau, votre interrogateur, que vous êtes dans une salle seule avec lui, c'est très intimidant. L'interrogateur, c'est un homme. Moi, je suis une femme. C'est fermé. Il n'y a personne pour vous entendre. Moi, évidemment, quand je lui dis à ce moment-là, quand il m'interroge au sein même de l'hôpital psychiatrique,
mais vous savez, vous n'avez pas le droit de me toucher, restez loin de moi. Parce que cette idée-là, elle est en permanence dans ma tête. Sans cesse, je me dis, j'espère qu'il ne va rien m'arriver, qu'il ne va pas m'arriver la même chose qu'un tel ou une telle, parce que c'est des histoires qu'on entend, qui se racontent, les viols pendant les détentions. On se dit toujours que ça va pas nous arriver à nous, mais c'est des choses qu'on entend et on vit avec cette pression-là. Et quand vous êtes dans un lieu clos avec cet interrogateur, eh ben ça vous intimide et donc ça vous incite à vous auto-incriminer. Cette menace qui pèse sur vous, cette menace des violences sexuelles, le simple fait que cette menace existe, ça vient me pressuriser encore plus. Et quand je dis à mon bourreau, tiens-toi loin de moi, tu sais, tu n'as pas le droit de me toucher parce que dans les textes sacrés, tu sais, c'est impudique de me toucher, et qu'il se rapproche quand même, qu'il me prend par le cou, qu'il me saisit en me montrant et qu'il me dit, si, regarde, je peux te toucher et il ne m'arrivera rien, et ben ça c'est une torture psychologique, et l'idée qui est instituée par là, c'est de dire que tout peut arriver et que c'est lui qui décide et que de toute façon je ne pourrai rien. Merci beaucoup. Et donc Razal, elle va sortir de l'hôpital psychiatrique au bout de 14 jours. Mais elle dit, enfin ils lui disent, si tu sors, il faut que tu collabores avec le régime. Et elle dit, jamais je ne collaborerai dans ces cas-là, internez-moi 14 ans. Et là, il faut un truc vraiment de parfait gaslighter, encore une fois, c'est qu'il lui demande, est-ce que tu as une arme à feu chez toi? Il commence à lui faire comprendre qu'en fait, bientôt, elle va être accusée, elle, d'avoir tué son compagnon. Oui, c'est-à-dire que, alors non seulement, vous l'avez compris, dans un pouvoir dictatorial, il y a vraiment cette idée qu'il faut en permanence falsifier la réalité, il faut falsifier la vérité. Et là, plus encore, quand la psychiatrisation et quand l'internement d'office est utilisé pour faire taire les femmes dissidentes, celles qui justement essayent de refaire un contre-récit et dire, bah si, vous êtes comptable de la mort des manifestants, bah effectivement, eux, ce qu'ils vont dire, c'est non, mais attends, les interrogateurs, dans l'interrogatoire, vont dire, mais est-ce que chez toi, il y a une arme à feu? Et là, elle comprend que en réalité, on essaye même de la rendre comme un bouc émissaire, en fait, responsable de la mort de son compagnon. Et là, elle comprend la manipulation et elle dit, mais attendez, j'espère que vous n'êtes pas en train de mettre en place un scénario alternatif dans lequel, finalement, je serai celle qui a tué mon compagnon. Et il faut comprendre que sur le certificat de décès, mais ça c'est une technique assez courante de la part des services de sécurité iraniens, vous ne savez jamais de quoi sont morts vos proches. Et donc sur le certificat de décès du compagnon de Razal, il y aura écrit, comme pour celui de Gina Massa Amini en septembre 2022, que il est mort d'une pathologie antérieure, d'une crise cardiaque. Alors qu'évidemment, c'est absolument faux. Mais ça, ce sera utilisé contre Ghazal pour finalement expliquer que mais c'est toi qui as tué ton compagnon. Donc effectivement, alors il faut aussi comprendre que le personnel médical, dans ce rapport de cet état sécuritaire et dictatorial, en réalité, il est là pour entériner les décisions du pouvoir politique. Et c'est ce qui arrive à Razal en réalité, parce que l'ordre d'internement, il est donné par les services de renseignement, qui va dire qu'en fait, c'est une mesure de police administrative. Donc, pour garantir l'ordre public, elle va être hospitalisée sans son consentement. Évidemment que c'est une disparition forcée. Il y a des centaines et des centaines de femmes, d'ailleurs en Iran chaque jour, qui disparaissent. Les proches ne savent pas en réalité où elles se trouvent. Alors évidemment, ils se tournent vers les prisons politiques. Parfois, ils se tournent vers les centres de détention, parce qu'il y a aussi des centres de détention clandestins. Mais c'est vrai qu'ils ont rarement le réflexe de se tourner vers ces hôpitaux psychiatriques. Et encore une fois, c'est là où en fait c'est encore plus pervers et vicieux, c'est que finalement, quand même les proches apprennent que leurs proches, donc les jeunes femmes dans les familles, sont hospitalisées sans leur consentement, bah parfois les proches doutent en fait et se disent bah c'est vrai. Après tout, moi ma fille, elle n'était pas comme les autres. C'était une dissidente. Elle revendiquait toujours avec cette forme de radicalité ses droits. Mais je me posais même la question sur le fait de savoir. Et donc ils jouent
évidemment sur cette ambiguïté, sur ce cliché absolument sexiste que en fait ma fille était féministe et d'une certaine façon elle était un petit peu hystérique. Donc ils vont avoir moins, y compris les proches, ce réflexe en fait d'aller défendre en fait leur fille, parce que eux-mêmes en fait vont finir par être convaincus du fait que peut-être que elle était à sa place. Je prends juste un exemple concret. Vous vous souvenez peut-être de cette jeune femme Aouda Riahi qui en novembre 2023 sur un campus à l'université, dans un geste, alors certains diront de sidération et d'autres diront c'était un geste de revendication politique, elle va enlever en fait tous ses vêtements parce que elle est harcelée. Il faut bien comprendre que les Iraniennes, mais le harcèlement, on le connaît aussi. Alors évidemment, il n'y a pas d'identité de nature, mais le fait que les femmes dans l'espace public, elles se fassent en permanence harceler, en Iran, c'est la police qui les harcèle pour contrôler leur corps, pour voir si elles sont, elles ont bien revêtu donc la tunique qui leur couvre partout le corps, et puis ce voile obligatoire. Et Aouda Riahi, elle se fait harcelée à plusieurs reprises par la police des mœurs sur son campus, et elle va finalement dire écoutez, puisque c'est comme ça, moi je vais tout enlever, et elle va se mettre en sous-vêtements. Aussitôt, elle est arrêtée et elle va être conduite dans un hôpital psychiatrique parce qu'évidemment, face à l'émule de ce geste, qui va d'ailleurs être repris par mimétisme par d'autres femmes, le pouvoir politique va psychiatriser ce geste de dissidence en disant Aouda Riahi, elle était atteinte de troubles psychiques et psychiatriques. Et c'est aussi une façon de minoriser en fait un geste politique de revendication du droit des femmes à leur existence légitime. Si finalement vous les reminorisez et que vous expliquez qu'en fait ce sont des mineurs incapables au sens juridique du terme, c'est-à-dire comme des enfants ou comme des personnes qui sont placées sous tutelle juridique, en réalité ça vous permet de réinverser ce récit qui au départ est un récit de résistance en reminorisation. En fait, les femmes sont fragiles, les femmes sont victimes, et donc quand elles opposent de la désobéissance civile, politique, en fait, on les ramène de nouveau à une structure où elles sont minorisées. C'est ce que Hannah Arendt dit à propos des excentriques. Elle dit que le mot excentrique a été inventé pour justement, dans une situation de dictature, transformer un individu qui résiste. Elle le dit dans son livre sur les mensonges, du mensonge à la violence, sur les mensonges du Watergate, et que voilà. Et le terme d'excentrique, il est souvent, quand je t'écoutais, j'y pensais. Cette idée de l'excentricité qui a à voir aussi, qui est un terme assez proche de l'hystérie aussi. Voilà, on apprend des choses tout ensemble. Je suis contente, je vais les réutiliser. Je te citerai et je citerai Anna. Mélisa, toi, tu travailles en ce moment sur un projet justement sur les hystéries collectives. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? On parlait de la manière dont les mouvements de résistance collectifs sont pathologisés. Et là, dans cette exposition-là, qui est en ce moment donc au BAL de l'œil à Avril, justement, elle a cette relecture des mouvements d'hystérie collective comme un proto-langage de résistance. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qui t'intéresse dans ce... Oui, absolument. Alors c'est absolument le fruit du hasard. Effectivement, je travaille depuis quelque temps sur un sujet de fiction inspiré d'un phénomène donc on a dit hystérie collective à l'époque en Tanzanie dans les années 60 dans une école de jeunes filles où elles ont été prises collectivement de crises de fou rire inarrêtables et très douloureuses et pas du tout amusantes. Dans une institution rigoriste et dans une époque qui est les années 60 et dans un pays qui est la Tanzanie, avec tout ce que ça implique de contrôle sur les jeunes filles. Et j'avais trouvé ça intéressant, intriguant, et donc j'avais commencé à mener des recherches autour de ces phénomènes donc qu'on dit psychogènes de masse. Et effectivement, j'en étais arrivée à la conclusion que à travers les époques, parce qu'on en retrouve depuis le Moyen-Âge de ces phénomènes jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les cultures, dans tous les milieux, dans tous les pays. Il y a un point commun dans ces phénomènes qui est qu'ils touchent principalement des femmes, principalement des jeunes femmes, principalement des adolescentes à vrai dire, et plus rarement des jeunes garçons. Donc voilà, je me suis dit mais qu'est-ce qui, chez ces jeunes filles, fait qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas exprimer
à titre individuel et collectivement, qui s'expriment par ces débordements psychologiques qui se traduisent en plus par le corps. Donc voilà, et effectivement est venue cette proposition de participation à cette table ronde, et donc j'ai pu visiter cette exposition formidable, parce qu'en plus la documentation sur le sujet est difficile à trouver. Alors là, c'était la caverne d'Ali Baba pour moi, et effectivement. Donc voilà, donc je travaille sur ce sujet que moi je situe a priori plutôt en France et à la fin des années 90, autour d'un groupe de jeunes filles dans un lycée qui effectivement est victime d'un phénomène qu'on qualifie d'hystérie collective, et comment on va d'abord les traiter de folles, ensuite peut-être se demander si elles sont pas possédées, puisque aussi c'est de la fin des années 90, 1999 en particulier, ça a été aussi une grande période de mystique. On s'interrogeait beaucoup sur la fin du monde éventuelle. Et puis comment on va ensuite, à la faveur de ce qui leur arrive et qui semble contagieux parmi les jeunes filles, les réduire au silence en les contraignant à se retirer du monde et de la société. Voilà, dans une espèce de forme de ségrégation autour de ces jeunes adolescentes. Voilà, c'est sur ça que je travaille, et sur effectivement comment ce qu'on qualifie d'hystérie traduit une forme de résistance à l'insupportable et au contrôle qu'on fait des jeunes filles, de leur corps, de leur manière d'être, de la manière d'agir, de ce à quoi on les destine. Voilà, c'est effectivement ce sur quoi je travaille en ce moment. Razal nous disait hier que ce qui avait fait qu'elle avait pu sortir au bout de 14 jours, c'est qu'à un moment donné, sa famille, ses amis sont venus devant l'hôpital psychiatrique, crier des slogans, et donc ont été témoins. En fait, ils ont pu voir ce qui se passait. Donc à ce moment-là, le mensonge peut s'arrêter. Dans Gaslight, Hélène, il y a un témoin aussi qui permet à un moment donné de rétablir la vérité. Mais quel rôle joue justement le témoin dans cette manière de pouvoir dégonfler tout ce dont on parlait depuis tout à l'heure, des représentations de l'hystérie, de ces récits de la folie féminine? Oui, le gaslighting se fait sans témoin. C'est-à-dire que le mariage est un lieu sans témoin. Donc si ça se passe bien, tant mieux, aussi bien pour la femme que pour les enfants. Et puis dans le cas contraire, il n'y a pas de témoin en fait. Donc tout part de là. Et effectivement, dans ce que va montrer Cukor, et ce qu'il va montrer d'ailleurs, il va introduire des dispositifs très différents du film anglais, et notamment cette chose, tout à l'heure je disais qu'il y a quelque chose de très bouleversant dans le fait qu'il donne à son actrice sa propre place de metteur en scène, qu'il la lui transmet, et qu'il va la faire s'en sortir seule à la fin, alors que dans le film anglais, c'est une femme qui a besoin d'un homme pour la seconder. Mais essentiellement, il y a deux témoins. Alors le témoin, ça peut être soi-même, en fait. Ce qui est évaporé, ce qui est détruit, ce qui est exterminé par le gaslighting, c'est ce qui constitue un être humain. Et comme pour reciter ce que dit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, toute forme de pensée, toute forme de langage se fait toujours à deux, en fait. Toute forme de pensée d'un être humain, c'est-à-dire que ça commence par un dialogue avec soi-même, un dialogue muet, qui peut être muet avec soi-même. Ça, c'est ce que le gaslighting détruit, c'est-à-dire que en détruisant comme une forme de lobotomie, on peut dire que d'ailleurs si j'avais lu ton livre avant, il est sorti après, je l'ai lu après, mais j'aurais pu dire, alors je cite un film de lobotomie qui est Les femmes de Stepford, ou précisément un film de 1975, qui est le premier film de science-fiction féministe où précisément il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une femme au foyer traditionnel. C'est une femme qui a été lobotomisée, littéralement, dans le film, pour lui permettre de porter des robes à fleurs, de faire des bons plats à son mari, et de simuler des cris d'orgasme avec un mari qui est
pour le dire clairement, absolument imbaisable. C'est absolument filmé explicitement comme ça dans le dans le film. Donc c'est une forme de lobotomie, hein. Le viol conjugal aussi est une forme de lobotomie, et quoi de mieux que la sédation de l'épouse pour la cadavériser, hein, voilà. Donc la question c'est le témoin, comment où apparaît le témoin. Alors il y a des associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales qui disent que écrire un journal, c'est-à-dire en fait écrire même pas un journal, écrire la réalité, puisque tu parlais effectivement de vérité alternative, hein. Le fait que ce que Arendt appelle la vérité factuelle va être complètement niée, en fait, hein, c'est le principe, et d'où la question de la continuité entre ce qui se passe dans une chambre conjugale, ta mère était folle, et puis ce qui se passe dans l'état de Trump. Le terme aux États-Unis de gaslighting est devenu absolument viral lors de la première élection de Donald Trump. C'est ce moment, effectivement, où son conseiller a pu dire, lorsque, comment dirais-je, il y avait une mise en scène pour dire qu'il avait fait très beau lors du discours de son investiture, alors qu'il pleuvait des cordes, et que le New York Times avait donc montré une vidéo en disant mais il pleut des cordes en fait. À quoi le conseiller et porte-parole avait répondu: je pense que parfois nous pouvons être en désaccord avec les faits. Donc ça c'est vraiment la phrase, c'est une phrase, bon je vous épargne l'analyse, mais on pourrait la faire pendant des heures philosophiquement, grammaticalement de cette phrase. Et cette dimension, pour le coup, pour en revenir à Aristote, ce passage, je pense que parfois, je pense que parfois quand nous, déjà nous sommes passés du je au nous, pouvons, pourquoi, à quelles conditions être en désaccord avec les faits, il y a un nombre de, comment dirais-je, de sauts comme ça, bon. Donc, pour ça, il faut un témoin. Alors, ça peut être le journaliste du New York Times qui brandit sa vidéo en disant « mais en fait, il pleut ». Alors, si on est Emmanuel Macron et que dans une logique politique absolument, logique pour le coup, hein, qui consiste à faire passer une loi anti-immigrés, une loi fasciste, enfin, c'est comme ça que moi je la qualifierais, je parle il y a un an et demi, en la faisant passer pour une loi, donc une loi de collaboration avec le Rassemblement national, en la faisant passer pour une loi de résistance, donc gaslighting, on prend un mot, on l'inverse. Et au même moment, dans le même discours, dans la même interview, simultanément, le président de la République, qui est en train de nous gaslighter avec cette loi, prend la défense de Depardieu, donc c'était une des énièmes, comment dirais-je, hein, c'était avant le procès, c'était en décembre 2023, en disant que les vidéos, donc il s'agissait des vidéos du tournage entre Yann Moix et Depardieu, donc où il s'agissait donc de pédophilie, racisme, on s'en fout, hein, donc ça n'a même pas été remarqué qu'il s'agissait par ailleurs de racisme envers les Coréennes, mais bon bref, racisme, pédophilie, c'est des petites filles quand même, et misogynie, dit mais en fait les vidéos, non, mais on n'a pas vu le montage, ça a été manipulé. Donc tout ça dans la même interview. Il y a une logique politique en fait, c'est-à-dire que la logique anti-immigrée d'extrême droite, elle est la même, hein, c'est la même violence que celle qui consiste à inventer un fait alternatif. Je pense qu'on l'a pas assez noté qu'à ce moment-là, le discours de Macron, il est trumpiste, c'est le même en fait. Il met en doute une vérité factuelle, dont ensuite des juges avec des huissiers de justice ont pris les vidéos, etc., et ont attesté que de la vérité factuelle. Donc le témoin, ça peut être le juge. On voit que dans tous les régimes, par exemple fascistes comme en Italie actuellement, les juges et les journalistes sont les premiers qui vont être accusés. C'est à commencer par soi-même noter cette réalité. Ça peut être un ami, quelqu'un à qui se confier. Dans beaucoup de films de gaslight, ce que j'appelle des gaslight movies, on voit comment même un ami ou une amie peut mettre en doute, hein, t'employais le mot doute, mais le mot doute, il est essentiel. Ça marche parce que c'est un discours qui parvient à nous faire douter, qui ça nous, tous les êtres humains, pas seulement les femmes, même si au départ c'est une expérience collective des femmes, dont la parole a été tellement décrédibilisée. Ça peut être le syndrome méditerranéen, donc un immigré face à un médecin qui va lui dire que il exagère quand même, il ou elle exagère, hein. Les Noirs, les Arabes, ça a été prouvé ça, que leur parole, elle est gaslightée.
dans le cabinet d'un médecin, avec le pouvoir médical. Bref, donc dans le film, il y a un flic, un bon flic. Hein, il y a eu une première enquête qui a été typique des féminicides, enfin, enquête close. L'enquête a été refermée sur la première, donc la tante qui a été assassinée. Et puis un flic revient, et ce qui est très 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 beau dans le film de Cukor, c'est que ce flic, il se trouve qu'il a entendu enfant la cantatrice, celle qui a été assassinée, donc la tante de Ingrid Bergman, et qu'il a été bouleversé par sa voix. Donc il y a un homme, un flic qui a ressenti quelque chose du côté de la voix qui n'est pas toute cette répulsion qu'on trouve dans l'intégralité des textes grecs, sauf chez Euripide. La voix des femmes qui suscite le dégoût, on le trouve chez Homère, on le trouve chez Sophocle. Le silence est le cosmos. Le cosmos de la femme. Pardon, ça a été tellement traduit par la parure. Le silence est le cosmos de la femme. Bon. Bref, il a été touché. Et il va témoigner pour cette femme. Et puis il y a une vieille dame aussi dans le film, et ça c'est une idée aussi géniale de Cukor, c'est-à-dire une femme socialement invisible, une femme invisible car imbaisable selon les critères de Yann Moix, ça commence à 50 ans. Tout ça, c'est pas, je fais pas des blagues. Enfin, c'est cohérent comme discours. Hein. C'est le même. C'est le même qui a 10 ans, il y a eu un scandale qui a été étouffé en 10 ans, et personne ne se souvient. Moi je m'en souviens parce qu'il se trouve que j'ai milité de manière très active au moment de la loi Guesso contre le négationnisme. Tout le monde a oublié que le même Yann Moix s'est illustré quand il était jeune par des textes antisémites et négationnistes. Donc c'est la même logique politique, hein. Cette négation, alors c'est quoi le négationnisme? C'est la négation des crimes de l'humanité tels que le tribunal de Nuremberg les a définis. Voilà, donc une loi en 94 d'un député, qui a été fait voter par un député communiste, va réprimer la négation de ces crimes. Donc il y a vraiment une continuité. Moi, quand j'ai voulu faire du mot gaslight un concept, mon idée c'était de penser la continuité, effectivement, ce que Solnit relève très bien. Donc c'est cette question-là, et de fait, il faut un témoin. Précisément, ce qui, je pense, à notre époque là, maintenant, où nous parlons politiquement, où il y a, en Italie par exemple, un gouvernement qui fait du gaslighting politique, exactement comme la Turquie le fait avec les Arméniens, c'est la grande question politique, je pense. Et c'est très beau de se souvenir, hein, pour le dire de manière plus optimiste, hein, pour ce que disait David Graeber, ce grand philosophe qui s'est suicidé il y a quelques années. Il disait tout ce que j'ai appris des luttes politiques, hein, donc c'était lui qui avait lancé Occupy Wall Street, je l'ai appris dans les luttes des femmes. Donc ces luttes des femmes, elles sont là aussi pour nous servir, je pense, là actuellement, à résister, à penser des formes de témoignage au sens de résistance contre le fascisme qui est déjà présent dans beaucoup de... Enfin en Europe, je veux dire. Merci. Pour ne citer que l'Europe. Pardon. Merci beaucoup à vous quatre et merci à toutes et tous. Dans le prochain épisode, Francesca Veneziano, conférencière et chargée de contenu à la Fabrique du Regard, pôle pédagogique du bal, analysera l'une des œuvres emblématiques de Laïa Abril. Ce podcast bénéficie du soutien de Women in Motion, un programme de Kering pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture.